Imaginez un champ de bataille, enveloppé de brume. Le sol tremble sous les bottes des légions romaines. Les boucliers germains frappent à l'unisson. Ici, il n'y a pas d'échappatoire, pas d'embuscade. Maintenant, c'est la guerre ouverte. D'un côté, Arminius, le chef germanique qui a trompé Rome et détruit 3 légions dans la forêt de Teutobourg. Un homme qui connaissait les tactiques romaines mieux que de nombreux généraux de l'Empire lui-même. De l'autre, Germanicus, neveu de Tibère et commandant suprême des forces romaines, envoyé pour venger le plus grand désastre militaire de Rome. Les deux savaient qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Rome voulait du sang. Les Germains voulaient la liberté. Qui sortirait vainqueur de cet affrontement épique? Restez avec moi jusqu'à la fin pour le découvrir. Environ 5 ans s'étaient écoulés depuis le désastre de Teutobourg. Et jusqu'à l'année 14 après Jésus-Christ, les Romains n'avaient remporté aucune grande victoire contre les Germains. À cause de cela, plusieurs tribus virent qu'il valait grandement la peine de commencer à s'allier contre la domination romaine. Même plusieurs Chérusques, dirigés par leur oncle Inguiomerus, et qui n'avaient pas soutenu l'attaque initiale, passèrent du côté d'Arminius. Bien que ce soutien ait augmenté, Ségestès, qui était le chef des Chérusques et aussi le beau-père d'Arminius, choisit de rester fidèle à Rome. Il va sans dire que cela finit par miner son autorité et sa popularité au sein de la tribu. En représailles à ce soutien, Arminius ordonna à ses alliés de capturer son beau-père. À ce moment-là, Ségestès parvint d'une manière ou d'une autre à envoyer son fils, nommé Ségismund, pour demander de l'aide au général Germanicus. Grâce à Ségismund, Germanicus réussit à libérer Ségestès et à capturer certains alliés d'Arminius, y compris sa propre épouse, Thusnelda, qui était alors enceinte. Imaginez le moment où l'épouse d'Arminius, fille de Ségestès, se retrouve face à face avec son père, désormais libre et du côté ennemi, malgré les rancœurs passées. Germanicus vit une opportunité dans la défection du fils de Ségestès, ainsi que dans celle de certains autres guerriers germains qui avaient renoncé à suivre Arminius. Tout indique que ce fils de Ségestès non seulement avait combattu contre Rome, mais avait également déshonoré le cadavre du général Publius Quintilius Varus. Malgré cette historique de rébellion, l'empereur actuel, Tibère, décida d'accorder son pardon à tous les impliqués. Les exilés reçurent non seulement un endroit où vivre dans l'Empire, mais aussi une pension à vie. Cette stratégie garantissait non seulement la loyauté de ses nouveaux alliés, mais affaiblissait également la position d'Arminius en sapant son soutien interne. Lorsqu'il apprit que son propre beau-père avait permis que sa fille enceinte soit emprisonnée, Arminius fut pris d'une grande colère. Selon Tacite, Arminius déclara que les Romains étaient des lâches et n'avaient pas eu le courage de l'affronter directement, raison pour laquelle il s'en était pris à sa femme. À ce moment-là, en faisant référence à Germanicus, Arminius dit « Nous avons vaincu Auguste et son héritier Tibère. Pourquoi devrions-nous nous cacher devant un adolescent inexpérimenté et son armée en révolte ?» Arminius faisait référence à la rébellion qui avait éclaté parmi les soldats de Germanicus après la mort d'Auguste. Ayant capturé certains alliés d'Arminius, Germanicus décide d'intensifier sa poursuite. Alors qu'il avance, Arminius profite du terrain difficile et boueux et parvient une fois de plus à attaquer les Romains dans une forêt marécageuse, remportant ainsi une petite victoire. Après cela, son oncle Inguiomerus suggère d'attaquer les Romains en terrain découvert. Cependant, cette attaque ne fonctionne pas, principalement en raison de la plus grande expérience de l'armée romaine sur ce type de terrain. Au cours des 2 années suivantes, les Romains, dirigés par Germanicus, continuèrent leurs attaques contre plusieurs tribus germaniques alliées à Arminius et réussirent également à récupérer les étendards qui avaient été perdus. Pourtant, pendant cette période, ils ne parvinrent pas à affronter Arminius et ses soldats. L'image que les Romains avaient d'eux-mêmes était fortement liée à leur capacité à éviter toute forme de défaite, même minime. Ainsi,
Chaque expédition était une sorte de jeu mental. Dans ce jeu, il n'était pas nécessaire d'anéantir complètement une tribu, mais plutôt de transmettre l'idée que les Romains étaient invincibles. Lorsqu'ils se retiraient stratégiquement, ils démontraient non seulement leur force militaire, mais envoyaient aussi un message clair. Les Romains étaient puissants et déterminés. Cependant, à chaque expédition, Germanicus était confronté à un défi: comment équilibrer la force et l'agilité de ses campagnes. C'est pourquoi il chercha à semer la destruction et à répandre la terreur sur une vaste zone, démontrant ainsi la puissance militaire romaine. Le retrait sans subir de lourdes pertes était un élément clé de cette stratégie. L'objectif était d'inspirer la peur aux tribus, les convainquant que toute résistance était inutile. À ce moment-là, bien qu'il n'ait pas remporté de victoire décisive après Teutobourg, le simple fait qu'Arminius ait évité des défaites significatives renforçait déjà son prestige durant les mois d'hiver germaniques. Il se consacra à préparer la bataille, réunissant toutes les 8 légions en une seule force. Les provinces orientales de l'Empire, malgré les défis, envoyèrent des céréales, des montures et des bêtes de somme pour renforcer l'armée. Le choix stratégique de transporter l'armée par voie maritime, en naviguant le long de la côte de la mer du Nord et en débarquant à l'intérieur du territoire ennemi, nécessita la construction de près de 1000 navires. En outre, la campagne diplomatique visant à attirer des chefs germains du côté romain se poursuivit, entraînant des désertions importantes, comme celle de Ségimerus, qui était le frère de Ségestès. En plus des préparatifs logistiques, Germanicus profita de ces mois pour accorder une attention particulière à la santé et au moral de ses hommes. Il visita les hôpitaux des quartiers divers, s'entretint avec les soldats et loua leurs actes de bravoure, leur donnant ainsi le moral dont ils auraient besoin. Plus tard, au printemps de l'année 16 après Jésus-Christ, Germanicus était prêt à poursuivre sa traque et à en finir une fois pour toutes avec Arminius. Il rejoignit l'escadre sur le territoire des Bataves, une tribu alliée, et ainsi l'armée romaine commença les préparatifs de sa campagne, envoyant une petite colonne pour attaquer les Chattes. Germanicus reçut des nouvelles d'une attaque contre un fort romain, proche du site du désastre de Varus. Ce fut le prélude à l'affrontement direct qui allait suivre, mais avant cela, les tombes que Germanicus avait fait ériger pour les soldats à Teutobourg furent détruites par les ennemis locaux. Cela, bien sûr, ne fit qu'accroître les tensions. À un moment donné, Arminius apprit que l'armée romaine s'était rassemblée près du fleuve Vézère et que, parmi les soldats romains, se trouvait quelqu'un de très spécial pour lui, son frère. Mais ce frère d'Arminius n'était pas prisonnier. Il était auxiliaire dans l'armée romaine. Son nom était Flavus. Lorsqu'Arminius et son père avaient vaincu les légions à Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ, Flavus n'était pas avec eux. Il se trouvait en Illyrie, servant comme auxiliaire de l'armée romaine lors d'une révolte. C'est là qu'il perdit le contact avec sa famille. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les soldats germaniques, selon lesquelles une attaque nocturne contre le camp romain était imminente, ce qui engendra une certaine tension. Les Germains prirent alors des précautions et décidèrent de maintenir les légions en état d'alerte. En tant que général expérimenté, Arminius savait que ses soldats devaient être anxieux et effrayés. C'est pourquoi, afin d'évaluer le moral de ses troupes, il décida de se déguiser avec une cape en peau d'animal et de parcourir silencieusement les tentes pendant la nuit, écoutant les conversations des soldats. En traversant le campement pour comprendre ce que ressentaient les troupes, Arminius fut très surpris par la foi et l'inquiétude que ses hommes avaient pour lui en tant que général. Le lendemain matin, il s'adressa à son armée, partageant une stratégie astucieuse en observant les vulnérabilités des Germains. Arminius souligna l'efficacité des pilums, des glaives, ainsi que des cuirasses romaines. Le commandant incita les légionnaires à attaquer avec rapidité et dureté, mettant en avant la faiblesse des Germains qui ne possédaient ni armure solide ni bouclier robuste.
La différence tactique entre les deux armées était évidente, et Arminius cherchait à exploiter cet avantage. Dans le même temps, Arminius élabora une stratégie pour affronter les Romains sur les collines d'Idista Visso, profitant une fois de plus des avantages du terrain incliné et des bois en arrière-garde. Il plaça des auxiliaires gaulois et germaniques en première ligne, suivis de 4 légions sous son commandement. La bataille était sur le point de se dérouler. De plus, 2 cohortes de la garde prétorienne ainsi qu'une sélection stratégique de la cavalerie étaient présentes, positionnant l'armée romaine pour affronter les rebelles germaniques. Malgré les désavantages du terrain, les Romains étaient des spécialistes des tactiques de combat et réussirent à repousser les Germains, mettant même Arminius dans une situation périlleuse proche de la capture. Au début de la bataille, certains Chérusques désobéirent aux ordres d'Arminius, avançant précipitamment et étant rapidement dispersés par la cavalerie romaine. L'infanterie romaine, sous le commandement d'Arminius, avança avec détermination, affrontant et repoussant les Germains. Arminius, désireux de renverser le cours de la bataille, mena une attaque contre les archers romains, mais se heurta à la résistance de l'infanterie lourde auxiliaire. C'est alors, blessé et conscient de la défaite imminente, qu'Arminius décida de s'enfuir, couvrant son visage de son propre sang pour cacher son identité. Il existe des rumeurs selon lesquelles des auxiliaires germaniques, peut-être de la tribu des Chattes, auraient facilité sa fuite. Pendant ce temps, l'armée germanique, confuse et sous une intense attaque romaine, subit des pertes importantes. Bien que Tacite ne fournisse pas de chiffres précis, les pertes romaines furent très faibles, et tous les soldats germaniques célébrèrent la victoire. Cependant, malgré cette défaite initiale, les Germains étaient loin d'abandonner. Ils se regroupèrent et choisirent un terrain stratégique entre le marécage traître et les bois proches d'une rivière, avec une palissade semblable à celle utilisée lors de l'embuscade menée par Varus. L'infanterie germanique se cacha près du bastion, tandis que la cavalerie se positionna dans les zones boisées, un peu plus en arrière, prête à attaquer l'arrière-garde romaine. Mais les Romains, conscients de la présence ennemie et dirigés par Germanicus, décidèrent d'affronter une nouvelle bataille en terrain ouvert, laissant la cavalerie couvrir les espaces dégagés. Ils divisèrent l'infanterie en 2 forces. La première attaque rencontra des difficultés et causa quelques pertes romaines. Mais après avoir réorganisé ses forces, Germanicus fit appel aux frondeurs et aux tireurs, qui réussirent à vaincre les guerriers germaniques à distance, contre lesquels ni bouclier ni armure ne pouvaient résister. Germanicus mena l'avancée avec les 2 cohortes prétoriennes, tandis que les forces romaines progressaient vers la forêt afin d'exploiter cet avantage tactique. À cette occasion, l'avantage numérique des Germains devint un inconvénient, car les Romains, plus habiles au combat rapproché, réussirent à renverser la situation. Arminius, probablement encore en convalescence après ses récentes blessures, joua un rôle mineur dans la seconde bataille. Son oncle, Ingiomerus, prit le commandement. Mais cela n'empêcha pas les Germains de subir de lourdes pertes à la fin de la journée. Germanicus retira une légion pour commencer la construction d'un camp et érigea un nouveau trophée afin de célébrer la victoire. Cette victoire décisive poussa certaines tribus à prêter allégeance à l'Empire romain. Après cela, Germanicus eut l'audacieuse idée de contourner les Germains par la mer afin de les surprendre, mais cette stratégie échoua. Plus de 1000 navires transportant des légionnaires vers leur destination furent frappés par une tempête, causant d'importants dégâts à une partie considérable de l'armée. En conséquence, à ce moment-là, l'empereur Tibère, déjà satisfait des victoires obtenues et conscient des risques liés à la poursuite de la campagne, décida qu'il était temps d'y mettre un terme. Les ressources investies dans la conquête temporaire des forêts et des marécages ne semblaient plus justifier cette entreprise. Le désir initial de conquérir la Germanie prit fin, et bien qu'il ait perdu face aux Romains, Arminius sortit également victorieux en ayant réussi à éloigner l'influence romaine de la région. À Rome, tout le monde attendait avec impatience le retour de son héros, Germanicus.
À son retour, il fut célébré par un triomphe pour ses victoires, vêtu de ses habits cérémoniels. 2 cohortes de la prestigieuse garde prétorienne l'attendaient pour l'accueillir. Mais l'admiration pour le général était telle que les 9 cohortes souhaitèrent participer à cet événement historique, une démonstration de respect envers le chef qui avait vengé Rome. Toute cette fête romaine se déroula sous les yeux du fils d'Arminius, qui était encore très jeune à l'époque et était né en captivité. Après avoir réussi à éloigner la menace de l'occupation romaine, Arminius dut désormais faire face aux luttes tribales qui ressurgirent en Germanie. De plus, son propre oncle et plus grand allié, Inguiomerus, cherchait désormais à usurper son pouvoir. C'est pourquoi la tranquillité d'Arminius fut de courte durée. Seulement 37 ans après le retrait des troupes romaines de Germanie, en l'an 19 après Jésus-Christ, Arminius fut assassiné par ses propres proches, ironiquement les mêmes qui l'avaient élevé au rang de chef suprême de toute la Germanie. La lutte intense pour le pouvoir fut si grande que des années plus tard, les Chérusques durent demander l'intervention de Rome afin qu'elle leur envoie un roi. Et devinez qui Rome envoya? Vous vous souvenez de Flavius, le frère d'Arminius? Son fils nommé Italicus fut envoyé par l'empereur Claude pour devenir le nouveau roi des Chérusques. De cette manière, Rome n'eut qu'à observer et attendre que, de nouveau, les Germains aient besoin de son aide. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur cette histoire de la vengeance romaine en Germanie, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.